ça fait 393 vidéos que je publie de façon consécutive. Et moi, justement, je voulais être la porte d'entrée vers l'IA. Je voulais vraiment que tout le monde puisse se l'approprier comme technologie. La première vidéo, elle est mais nulle. À chaque micro-erreur, je me reprenais, je coupais et en fait, je supprimais tous les rushs parce que j'arrivais pas à me voir à la caméra. Je suis passé d'un tournage de 5 heures à 3 minutes. Let's go, il est chaud. Hein. J'ai des agents IA qui viennent scraper, qui viennent extraire de l'information de toutes les sources de IA, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et ensuite, j'ai un score de pertinence par rapport au contenu. Tournage téléphone, plus tu rajoutes de la complexité, plus tu rajoutes de la difficulté à le maintenir dans le temps. J'ai 3 ou 4 opportunités commerciales tous les mois par rapport à ma création de contenu. Okay. Les gens m'ont parlé. C'est pas qu'on me montrait du doigt, mais c'est juste que j'entendais des bruits de couloir. Voilà. T'entendais quoi précisément? On m'appelait l'influenceur. J'ai failli arrêter plein de fois en fait. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'y vais mais j'ai peur, le podcast qui aide les solopreneuses et les solopreneurs à oser la vidéo incarnée dans leur communication. Je suis vraiment très content de vous accueillir pour cette deuxième vidéo. Si vous n'avez pas vu la première, d'ailleurs je vous invite à aller la voir parce que j'ai reçu la boss Flavie Prévost qui nous a expliqué comment est-ce qu'elle avait, après 4 ans de carton avec son podcast audio Le Board, sous forme de mini-série, comment est-ce qu'elle avait lancé son émission sur YouTube Solo Nation. Franchement, c'est un épisode pépite et je dis pas ça parce que je travaille pour elle, hein. Mais vraiment c'était un super épisode, donc n'hésitez pas à aller voir, vous avez toutes les informations dans la description. Donc J'y vais mais j'ai peur, très rapidement, vu que c'est le nouveau format que je développe sur cette chaîne YouTube. C'est un podcast dans lequel je reçois des invités, des entrepreneurs, des entrepreneuses qui utilisent déjà la vidéo pour en faire un levier puissant pour leur impact médiatique et leur image de marque. Et l'idée, c'est de comprendre comment est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là, de creuser, d'aller découvrir leurs techniques, leurs secrets de fabrication, leurs recettes, mais aussi d'aller creuser quand même cette histoire de mental par rapport à la vidéo, parce que c'est un exercice qui est pas évident. Je vous ai préparé franchement une première saison avec des invités absolument incroyables, je disais. Épisode 1, Flavie Prévost. Épisode 2, franchement, j'ai dû me battre pour l'avoir, je vous le dis. Là, il est en train de se marrer devant moi, mais c'est pas une blague, parce que franchement, là, on a, au moment où on se parle, la star montante, l'étoile montante de l'IA. Trop d'honneur, mais trop d'honneur. Trop d'honneur, mais attends, c'est normal, c'est un truc de fou. On va revenir pendant l'épisode sur ce que tu es en train de vivre. Loïc, donc Loïc Conan, bienvenue dans J'y vais mais j'ai peur. Merci c'est le deuxième invité pour cette première saison. Je suis ravi de t'accueillir, vraiment. Bienvenue à toi. Merci, franchement c'est un plaisir partagé. J'avais hâte de l'invitation. Honnêtement, ça fait tellement longtemps qu'on se parle, qu'on doit discuter ensemble. Et là, on a pu avoir une tribune du coup pour échanger ensemble, donc c'est génial. J'ai trop hâte. Écoute, on va passer un bon moment ensemble. En tout cas, on va tout faire pour que pour vous ce soit inspirant, parce que c'est aussi ça l'objectif de J'y vais mais j'ai peur. C'est non seulement d'avoir des conseils applicables, vraiment des astuces, des tips. Et Loïc, je peux vous garantir qu'il en a plein pour créer du contenu vidéo incarné, mais aussi de l'inspiration. Si jamais vous avez des blocages d'un point de vue mental, mindset et tout ça, on va revenir sur tout ça ensemble. Loïc, il y a une question que j'aimerais creuser avec toi, parce que moi, ce qui m'impressionne chez toi, c'est que tu t'es lancé un défi complètement fou, et ça va être l'angle de notre épisode. Tu as décidé, à un moment donné, de faire une vidéo par jour sur l'IA pour devenir la référence. Ouais. C'est un truc de malade, donc j'ai envie de comprendre ça. Ok, très bien. Et de voir comment t'as fait et comment tu t'organises. Mais avant ça, petite présentation. Donc, je t'avais demandé de préparer 3 mots-clés pour te présenter, alors que ce soit perso ou sur le pro. Alors, quels sont tes mots-clés pour qu'on puisse comprendre un petit peu qui tu es, Loïc? Alors, c'est pas facile. Hein. C'est un exercice qui est pas facile de se résumer en 3 mots-clés. J'ai longtemps cherché. Il y en a un qui me définit un petit peu, et sur la base de ce que tu viens de décrire. Aujourd'hui, j'ai regardé juste avant le podcast. Ça fait 393 vidéos que je publie. Donc, ça fait à peu près, de façon consécutive, je préfère le noter, ça fait à peu près 1 an et 1 mois que je fais de la création de contenu sur les réseaux sociaux autour de l'IA. Donc, le mot-clé qui me définirait sur cette base, ça serait la persévérance, je pense. Un peu l'aspect borné aussi. On prend le mot-clé qu'on veut. Mais ce mot-clé-là, je pense qu'il est pas mal. L'aspect touche à tout aussi. Parce que mon parcours, j'ai pas suivi la voie royale. C'est ce qu'on se disait juste avant. J'étais dans le marketing et la communication pendant toutes mes études. J'ai décidé de all-in, donc du coup de tout remettre à plat pour partir sur Paris dans une grosse agence digitale pour explorer le data marketing. Donc comprendre les automatisations, comment est-ce qu'on extrait de la donnée, vraiment quelque chose d'assez poussé et qui me mettait en dehors de ma zone de confort. Et puis ensuite, j'ai fait encore un virage à 180 degrés. Je suis parti dans le conseil en stratégie, donc pas du tout les mêmes secteurs. Je suis parti dans un grand cabinet de conseil pour aider les banques à opérer leur transformation digitale. Et il y a 2 ans, je me suis dit...
En fait, il faut que je me mette à l'épicentre de l'IA et que je devienne la référence, enfin, du moins que j'essaie de devenir la référence, parce que j'en suis encore très loin, mais j'essaye. Et du coup, j'ai tout quitté. Mon CDI, j'ai quitté Paris, je suis revenu à Nantes et je me suis dit, allez, c'est parti, on all-in dans l'IA et on essaye de construire quelque chose autour de ce sujet, de cette structure. Donc ça, c'est le deuxième mot-clé, touche à tout. Et le troisième, c'est un peu... Mon ADN, finalement, c'est l'aspect facilitateur ou vulgarisateur. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est encore trop technique, du moins qui est réservé encore aux ingénieurs. De plus en plus, ça va vers le grand public, avec ChatGPT, avec du Claude, avec du Canva AI, enfin bref, beaucoup d'outils. Et moi, l'idée, c'était d'être la porte d'entrée pour que tout le monde puisse se réunir autour de l'intelligence artificielle et de dire... ok, j'ai une personne qui m'apporte l'information, des tips, des astuces, mais également avoir aussi une prise de hauteur sur l'intelligence artificielle. Voilà, donc l'idée c'est d'être la porte d'entrée sur l'IA, donc je pense que le terme facilitateur c'est un bon mot-clé. Très bon mot-clé. Franchement, j'aime beaucoup ces 3 mots-clés, effectivement. C'est assez, même si on ne se connaît pas beaucoup, je trouve que c'est assez représentatif de ce que tu peux renvoyer, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Justement, on va parler d'IA, bien évidemment, hein, pendant cet épisode. En plus, là, tu as affaire à un dinosaure. En termes d'IA, moi, je pense que j'utilise peut-être 2% de ce que je pourrais faire. Ouais. Ma position, c'est intéressant, évolue petit à petit. Alors, je pense qu'aussi, tu vois, les contenus que tu peux faire, ils sont pour beaucoup. Et puis j'essaye toujours, en fait, ça c'est un peu ma manière de fonctionner sur un sujet. Je pense qu'il y a 2 façons de voir les choses. C'est où on renie tout en bloc en disant non mais en fait ça m'intéresse pas, machin, tu sais, un truc un peu de posture, même si c'est intéressant de prendre du recul comme tu disais. Mais petit à petit là, je pense que j'emprunte une deuxième voie où je suis en train de me dire bon, comment est-ce que ce truc-là, plutôt que de tout balayer là et de ne pas m'y intéresser du tout. Comment est-ce que je peux le faire intelligemment? Donc, tu vois, j'ai un premier défi pour toi, Loïc. Tu n'étais pas au courant. Ok. En 1 minute, pourquoi est-ce qu'il faut que je devienne un crack sur l'IA, notamment dans la vidéo? Tu as 1 minute. Alors, j'ai 1 minute pour que tu deviennes un crack sur l'IA. En fait, aujourd'hui, alors il y a un adage qui est répété. Je ne suis pas fan de cet adage, mais il est quand même présent. C'est de dire... si tu n'utilises pas l'intelligence artificielle, quelqu'un le fera pour toi et donc tu seras remplacé. Alors, ça amène énormément de sujets sur l'aspect, forcément, quelle est ma place, quel est le rôle de l'humain dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, dans l'aspect vidéo, dans l'aspect création de contenu, tu vas pouvoir... En fait, la barrière à l'entrée sur la création de contenu, elle n'est plus sur l'aspect technique ni sur l'aspect de la production. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, tu peux aller 10 000 fois plus vite, tu peux publier... un contenu par jour, voire 3, 4, 5, 6 contenus par jour. Mais en fait, l'important, c'est de se recentrer et d'avoir une expertise technique comme tu as toi pour dire, OK, est-ce que ça rentre bien dans mon ADN de marque? Est-ce que je peux utiliser l'IA efficacement pour être plus pertinent et plus incisif dans mes messages? Et en fait, c'est ça. Ça ne remplacera pas ton expertise technique, ça va juste l'encenser. Voilà. Cet adage est un peu galvaudé parce que tout le monde le répète à tort et à travers. Mais je trouve qu'il résume quand même bien le pourquoi du comment il faut se former à l'IA. Ok, très chaud. Ça va, ça me plaît. On va continuer là, cette conversation. Super. Bon, j'espère que j'ai pas trop divagué. J'espère que j'étais persuasif. Très clair, très clair. On va signer après. Écoute, merci Loïc pour cette présentation déjà très cool d'en savoir un petit peu plus sur ce que tu proposes et voilà par là où tu es passé. On va rentrer du coup dans le vif du sujet, dans ce qui nous intéresse. Super. Donc c'est la partie j'y vais. Je reprends le titre du podcast J'y vais mais j'ai peur. Donc là ça va plutôt être la partie j'y vais et on va s'intéresser à ces 394 vidéos là. Ouais. Franchement c'est un truc de fou. Okay. Du coup Loïc, à quel moment tu te dis dans ta tête je vais faire une vidéo par jour pour devenir le boss sur les questions d'IA et être booké dans tous les sens. Booké dans tous les sens, carrément. Moi, je te vois sur les réseaux. Le mec, il est partout. Les écoles, les boîtes et tout, c'est incroyable. Donc, j'aimerais bien qu'on se replonge dans ce moment, si tu arrives à recapturer ce truc-là. C'est quoi le déclencheur pour que tu te dises il faut que je sois très chaud sur cet aspect-là? Si je dois revenir pour capter l'image, enfin du moins le premier jour où j'ai créé mes vidéos, c'est parti d'un constat simple, c'est... il n'y a pas grand monde sur le sujet de l'IA, ou du moins ceux qui prennent la parole sont très techniques. Et moi, justement, je voulais être la porte d'entrée vers l'IA. Je voulais vraiment que tout le monde puisse se l'approprier comme technologie parce que c'est quelque chose qui va transformer à la fois notre travail, mais à la fois notre vie personnelle. Et donc, je me suis dit, il faut quelqu'un qui soit
en amont, vraiment au tout début, pour apprendre aux gens ce que c'est qu'un prompt, apprendre à l'utiliser dans sa vie quotidienne, par exemple, faire des affiches avec de l'intelligence artificielle. Les graphistes vont vraiment me pointer du doigt sur ça, mais on pourra en reparler après. Mais en fait, c'est des petites utilisations quotidiennes pour faire une recette de cuisine et surtout pour montrer que c'est pas si difficile et que c'est pas un sujet réservé aux ingénieurs, comme je disais tout à l'heure. Ok. Donc il y a cette envie de vulgariser un sujet qui est dans l'air du temps, mais où toi tu te dis tout ce que je trouve en termes de contenu c'est un peu trop technique. C'est ça. Donc j'ai envie d'être cette porte d'entrée, très clair. Ça. L'objet vidéo, c'était quoi ton rapport à ça avant de t'y mettre est-ce que tu en avais déjà fait avant ou J'en avais fait un petit peu avant. J'en avais fait un petit peu avant dans mes études de communication, justement. C'était un peu moins bourrin, du coup, qu'une vidéo par jour. Mais j'avais pu apprendre un petit peu les bases. Par contre, pendant 3-4 ans, en fait, j'étais complètement hermétique sur les réseaux sociaux. J'ai quitté les réseaux sociaux un peu comme un ermite et je suis revenu. En fait, tout avait changé. Et je me suis dit, waouh, j'ai laissé les réseaux sociaux il y a 3-4 ans. Et quand tu te remets dessus, et ben en fait, c'est pas du tout la même chose. Et de créer, de le consommer du contenu ou de le créer, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, je me suis dit, en fait, il faut que je me remette la main à la pâte et que en fait, je travaille à fond sur ce sujet. Donc, j'avais une petite expertise, mais en fait, ça s'est développé au fur et à mesure et au cours de la route, quoi, au cours du chemin. Voilà. L'idée des vidéos de vulgarisation, tu sais d'entrée de jeu ce que tu vas faire en termes de format ou tu te dis bon, on va tester et puis on verra bien ce que ça va donner, quoi. Pas du tout. Honnêtement, je me suis vraiment laissé porter par le lot. Je me suis quand même vachement inspiré de ce qui se fait aux États-Unis, notamment dans la Silicon Valley, parce que c'est le berceau finalement de l'IA. Donc j'essaye de prendre les informations pour être le premier sur l'information de l'IA et la porter en France. Et du coup, ça a évolué constamment. Et aujourd'hui, donc j'ai une partie information, sensibilisation, vulgarisation, mais j'ai aussi un aspect où j'essaye d'embarquer les gens autour de mon aventure entrepreneuriale autour de l'IA pour dire, en fait, au-delà de ça, j'ai quand même mon entreprise qui tourne dans le milieu de l'IA et qui me permet d'avoir une figure d'autorité quand même sur le sujet. Voilà. Mais ça, pour te répondre vraiment précisément à ta question, je n'avais aucune idée du sujet que j'allais porter, ou du moins, enfin pas du sujet, mais de la façon et du format que j'allais faire. Voilà. Est-ce que tu avais un script ou quelque chose? Est-ce que tu te souviens peut-être ta première vidéo, enfin en tout cas tes premières vidéos, est-ce que tu vas freestyle ou tu as quand même mis 2-3 mots ou peut-être que tu t'es aidé de l'intelligence artificielle pour dire ok, fais-moi un script? Non, mais je me souviens très bien de ma première vidéo qui est toujours d'ailleurs sur mon feed Instagram. Et d'ailleurs, à l'écran, je la mets, je la laisse. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que c'est hyper important de voir tout le travail aussi, parce que la première vidéo, elle est mais nulle, elle est jamais bien. Parce que en fait, on s'attend à ce que ce soit bien par le montage, par en fait la façon de dire. On n'est pas à l'aise à l'écran. Moi, j'étais derrière une caméra, mais j'étais nul. J'avais pas mon aisance que j'ai aujourd'hui parce que ça se cultive, ça se travaille. Mais ma première vidéo, pour te dire, j'ai dû mettre 5 heures ou 6 heures à la tourner, 40 secondes. 40 secondes parce que en fait j'arrivais pas, je trouvais que c'était pas assez incisif, que c'était pas assez sympathique à regarder, et du coup en fait j'avais appris mon script par cœur, jamais faire ça. Et en fait je voulais le sortir et l'accoucher à 100% d'un coup, et donc du coup à chaque micro-erreur je me reprenais, je coupais, et en fait je supprimais tous les rushs parce que j'arrivais pas à me voir à la caméra. Et donc du coup j'ai pris 5 heures à la tournée, 3 heures à la montée. Et j'étais un peu fébrile quand je l'ai publié. Et on pourra en reparler sur le chemin, mais quand tu crées du contenu, tu as un entourage qui peut être très motivant, qui va peut-être te supporter énormément, mais tu as aussi des personnes qui peuvent te dire pourquoi tu fais ça en fait, tu te mets dans l'inconfort, honnêtement tu pourrais faire mieux, etc. Ou des collègues qui en fait se moquent de toi, voilà, parce que moi je l'ai eu, donc voilà. J'étais l'influenceur de mon entreprise, quoi. Intéressant, voilà. Ça on reviendra là-dessus dans la partie qui arrivera juste après, mais hyper intéressant. Donc, si on se replonge dans ces premières vidéos, donc tu as ce script qui est là, donc toi, en tout cas au départ, tu l'apprends par cœur. À quel moment tu commences à trouver un peu, tu vois, je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui nous regardent,
À quel moment tu te dis « Ah, là, je commence à trouver un truc pas mal, quoi ». Alors moi, c'était au bout de 8 mois. Ok. Donc c'est long. Hein. Soyez prêts. C'est super long. C'est super long. Et c'est interminable parce que du coup, tu mets un effort mais monstrueux. Tu payes des outils. C'est pas gratuit. Il y a des gens qui investissent aussi dans des micros, dans des caméras, etc. Alors moi, je le conseille pas. On peut, ouais. voilà, ou alors fixez-vous des étapes. Par exemple, moi, à 1000 abonnés, je me suis acheté un micro. À 5000 abonnés, je me suis acheté un trépied. À 10 000 abonnés, je me suis acheté quelque chose d'autre, voilà, etc. Okay. Une lumière. Essayez d'avoir justement des petites étapes qui en fait vous permettent d'être satisfait de vous et du chemin parcouru. Voilà, moi c'est ma vision après. Mais pour reprendre ta question, qui était, tu peux me la répéter ? Ouais, bien sûr. C'est à quel moment tu as senti que l'attraction. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis que toi aussi dans la manière de produire. Je sais pas, tu fournissais peut-être moins d'efforts parce que au bout d'un moment la répétition fait que mais est-ce que ça peut être intéressant de voir le spectre entre le moment où on se dit pourquoi je me suis lancé là-dedans et il y a un truc pas mal. J'ai eu 3 phases. Donc la première phase, c'était vraiment un peu format podcast, mais podcast où je parlais à un mur. Donc là, c'est très vite. C'est un peu le pendant. Maintenant, c'est très mal vu de faire des podcasts où en fait tu parles tout seul et tu essaies d'apporter ton expertise sur un sujet. Mais c'est ce qui marchait à l'époque. Spoiler, ça marchait pas pour moi. Mais j'ai essayé de calquer un sujet et de me dire, ok, est-ce que je peux apporter mon expertise et ma plus-value via ce format. Spoiler, ça n'a pas marché. Donc, au bout de 3 ou 4 mois, j'ai pivoté, de quand même assez long. Hein. Mais je devais déjà être à l'aise un peu plus à la caméra. Au bout de 3 mois, j'ai pivoté sur des histoires autour de l'IA et du marketing et de la communication pour dire ok, voilà ce qui se fait aux États-Unis, voilà ce qui se fait, les meilleurs les best practices dans le monde du marketing, de l'IA et de la communication. Et en fait, je me suis aperçu, j'ai eu un énorme déclic à ce moment-là. Je me suis dit, mais du coup, j'avais énormément de vues. J'avais des 180 000, 300 000 vues sur les réseaux sociaux, mais j'avais entre 300 et 400 abonnés. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai un volume de vues qui est autant important, mais pourtant j'ai un taux de conversion en termes d'abonnés qui est ridicule, quoi. C'était même pas 1%, quoi. Et en fait, je me suis dit, j'ai compris que c'est parce qu'en fait, ce contenu-là était réplicable par tout le monde et que tout le monde pouvait le faire. Et que j'apportais pas, moi, ma plus-value et mon ADN. Et donc, je me suis dit, OK, faut tout remettre à plat. Et donc, je vais commencer à filmer ma vie, raconter ma vie d'entrepreneur autour de l'IA et mettre en scène en fait, tout ce qui se passe dans mon quotidien dans l'intelligence artificielle. Ça peut être... hier, j'ai vu un podcast de Sam Altman, le directeur d'OpenAI, et j'en ai tiré ce message. Ça peut être un truc hyper simple. Ça peut être la conférence IA de ChatGPT à casser Internet, voilà, quelque chose comme ça, avec des news, des astuces. Ça peut être aussi, hier, je suis parti former des 300 personnes dans une école à Nantes. Voilà comment je l'ai ressenti, etc., etc. Quels sont les problèmes des étudiants autour de l'IA ? Comment est-ce qu'on peut les surmonter, etc. Voilà. Donc, en fait, c'était un pivot total. Voilà. Et donc, axer plutôt une marque autour de ma vie personnelle et autour de l'IA, plutôt que d'avoir un contenu qui peut être... transposable à n'importe qui. Puisqu'en fait, ta barrière à l'entrée, après, elle est nulle. Parce que maintenant, on parle aujourd'hui d'avataria. Le contenu que je faisais avant, en fait, je pouvais très clairement faire un avataria de n'importe qui, upload mon script avec une voix off, et en fait, ça faisait exactement la même chose. J'apportais aucune plus-value à part l'information. Voilà. Et on ne s'attachait pas à moi, exactement. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu soulèves, parce que ça peut répondre à cette question, qu'est-ce que je dois raconter si j'ai envie de me mettre à la vidéo, incarner face caméra, alors qu'on vous voit tout le temps ou pas, parce que j'aime bien le format que tu as, Loïc, où finalement c'est effectivement voix off, et après on a des images d'illustration, mais je trouve très intéressant le move que tu as eu à un moment donné de recentrer sur toi, ton histoire, finalement, ce qu'on peut pas te voler. Exactement. Et ça, je pense que c'est un conseil que je donne souvent aux gens qui veulent se lancer, même si c'est pas évident, parce que c'est mais du coup il faut que je parle de moi, de ma vie, mais est-ce que ça intéresse les gens? Oui, ça intéresse les gens, bien sûr. C'est très difficile. Bien sûr, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on n'a jamais appris à se mettre en avant, en fait. Moi, je suis très réservé. Alors, ça se voit peut-être pas comme ça, mais j'aime pas trop parler de moi. Et du coup, en fait, c'est comme tu disais, c'est tout un autre univers qu'on doit développer, qu'on doit travailler. Et comme tu disais, ta vie, ma vie, toutes les vies sont uniques. Et donc, en fait, l'aspect différenciant, il est dans ton ADN, dans ton histoire, dans ton chemin, dans les messages, dans la construction de tes pensées, de ta stratégie. Voilà, c'est tout ça. Et ça, on ne peut pas te le voler, comme tu disais. Donc, c'est un conseil très précieux. Si on a envie de se lancer, si on part de zéro,
Parlez de vos vies, de ce que vous traversez, documentez avec des Complètement. petites vidéos, même de 30-40 secondes, c'est déjà très bien. Ok. Dans ton process de production aujourd'hui, donc tu disais sur les premières vidéos, 5 heures de tournage, Oui. quasiment 3 heures de montage, Une journée. une journée. Mm. Aujourd'hui, ça donne quoi? J'imagine que tu traces maintenant pour faire des vidéos. Oui, en fait, déjà, je suis beaucoup plus à l'aise devant une caméra. Donc, je suis passé d'un tournage de 5 heures à 3 minutes. Let's go, il est chaud. Hein. Donc, en fait, ça va beaucoup plus vite. Alors, la partie copywriting, la partie rédaction, ça me prend un peu plus de temps parce que forcément, je dois forcément construire l'aspect différenciant, l'aspect unique. C'est ce que tu disais. Est-ce que c'est un message qui est déjà porté par tout le monde et comment est-ce que moi, je peux apporter ma touche ou du moins, comment est-ce que je peux le rendre unique, cette petite pièce de vidéo, de pièce de contenu. Et donc, le copywriting, la rédaction, je dirais que c'est entre 30 et 45 minutes. Maximum. Je dégrossis énormément avec des assistants IA. Donc en fait, moi, dans mon process, parce que dans mon process technique, j'ai des agents IA qui viennent scraper, qui viennent extraire de l'information de toutes les sources de IA, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et ensuite, j'ai un score de pertinence par rapport au contenu. Par exemple, je sais pas moi, la dernière news de ChatGPT va être pondérée de façon beaucoup plus importante parce qu'il y a un aspect de fréquence d'utilisation, enfin du moins de fraîcheur d'information. Ensuite, moi, je viens valider les contenus à la main, ceux qui me semblent les plus pertinents. Et ensuite, j'ai un agent IA qui se déclenche automatiquement. J'ai juste à cocher une case. Et ça va dans un autre agent IA qui vient rédiger ou pré-rédiger mon contenu. Et donc ça, toute cette partie de création de contenu, elle est semi-automatisée. Mais ensuite, forcément, je dois apporter ma patte. Parce que l'IA, même si je l'ai pré-entraîné sur moi, tous mes contenus que j'ai faits, en fait, il y a toujours ce petit 20% que je vais devoir modifier pour ajouter des filler words, des minces, comment ça s'appelle, des en fait, des bons, des mots de liaison, voilà. Et donc ça, en fait, je les laisse volontairement parce que ça rend comment dire, la vidéo. En fait, c'est comme si je t'envoyais un vocal sur WhatsApp. Et donc, en fait, voilà, c'est un peu ça. Je retravaille. Et donc ça me dégrossit énormément de ma partie de mon travail. Ensuite, tournage téléphone avec soit des écouteurs filaires dans le train pour vraiment capter l'essence du moment et en fait pour avoir de la praticité, ou alors un petit micro quand je suis un peu plus tranquille, j'ai envie de dire chez moi, pour avoir un meilleur son. Ensuite, tous mes rushs sont sur mon téléphone. Et donc ensuite, je fais le montage sur mon téléphone. Et ça, c'est un vrai choix. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je réduis les étapes dans la production. Parce que, imaginons, on a un boîtier, une caméra. En fait, je vais devoir mettre la carte SD, extraire la carte SD, vider la carte SD, peu importe, faire le dérochage sur mon ordinateur ou mon téléphone. Et en fait, ça te rajoute des étapes qui... au final, sont pas. Ça te prend 15-20 minutes, mais en fait, 15-20 minutes sur un an, c'est énorme. Et donc, du coup, j'ai fait le choix de monter tout sur mon téléphone et d'avoir ma base de vidéos aussi sur mon téléphone parce que c'est beaucoup plus mobile. Je peux aussi vlogger un petit peu, filmer plus facilement ma vie et ensuite illustrer ce que je dis par des vidéos, des b-roll, donc des vidéos qu'on vient ajouter qui ont un rapport avec l'image. Voilà. Je sais pas si j'ai bien expliqué le b-roll, mais si tu veux l'expliquer, vas-y. Non, mais tu as très bien expliqué. Le mec est trop. Quand je dis que le gars est trop chaud, le gars est vidéaste. En fait, tu vas me piquer mon métier là. Non, c'est parti. Loin de là, loin de là. Non, mais hyper intéressant ce que tu racontes parce que je pense que ça peut encore une fois débloquer des gens qui s'imaginent tout un process absolument dingue pour créer 30-40 secondes de vidéo. Donc là, ce que je trouve intéressant dans ce que tu partages, c'est l'implémentation de l'IA qui vient au service finalement de toute la partie génération d'idées, parce que ça, pour le coup, autant il y a des gens, on ne fonctionne pas tous de la même façon. Il y a des gens qui peuvent avoir des idées assez facilement, tu vois, par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à ce qu'ils traversent. Mais ça, c'est un vrai truc, ça. D'avoir, finalement, pendant que tu es en train de faire autre chose, toute l'intelligence artificielle qui travaille et qui te présente sur un plateau des idées. Quoi. C'est incroyable, ça. Exactement. Et puis, quand tu es dans le cadre d'une vidéo par jour, à un moment donné, moi, ça m'est arrivé il y a encore 2 semaines, il y a des moments où, le soir même, je ne sais pas quoi raconter. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine
qu'est-ce que j'ai fait en fait, quelle est l'actualité de l'IA, et j'essaye d'avoir pas que des actualités, mais j'essaye aussi de varier avec mon quotidien pour pas faire uniquement une chaîne de news ou une chaîne sur ma vie personnelle, pour être l'entre-deux et respecter ma proposition de valeur. Voilà. Et du coup, je reviens sur l'aspect montage, production, etc. En fait, plus tu rajoutes de la complexité, plus tu rajoutes de la difficulté à le maintenir dans le temps. Parce que quand tu passes 3 heures ou 4 heures sur une vidéo par jour, et ben en fait, c'est tout autant de temps que tu passes pas sur ton business. Enfin, moi, de mon activité ou mon entreprise. Et donc ça, c'est pas possible. Donc j'ai essayé de réduire au maximum pour être pertinent et perspicace et aussi dans le mouvement, quoi. Ouais, non, mais c'est impressionnant, hein, parce que des personnes vraiment qui tiennent ce rythme-là, même avec l'aide de l'IA, tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même tourner les trucs, enregistrer, donc c'est quand même chapeau, quoi. Enfin, tu vois, même moi, c'est mon métier, je suis pas sûr d'y arriver. Hein. Ouais, c'est dur, mais il faut réduire les frictions en fait, au maximum. C'est ça. Ok. Est-ce que tu te souviens d'une vidéo en particulier où, parce que tu parlais pendant 8 mois, c'était un peu en termes de en dents de scie. En dents de scie, ça marche plus ou moins, mais tu sens que c'est pas encore la folie. C'est quoi qui à un moment donné t'a fait exploser, quoi? Eh bien, alors là, je vais rétribuer un peu. J'ai pris une formation de création de contenu. Okay. Je me suis dit, il y a un élément qui me bloque. J'arrive pas à savoir pourquoi. Je dois prendre du recul sur ce que je fais, sur ma production. Et donc là, j'ai mis une semaine de pause. C'est le genre de triché en fait. Ouais, j'ai triché. Il y en a 394, mais une semaine de pause. Ah là là, j'ai cassé mes flammes ou ma killstreak sur Duolingo, des trucs comme ça. En fait, t'es un imposteur. Non, je suis un imposteur. Non, mais j'ai pris une petite semaine de recul pour me former et par un créateur de contenu qui fait très bien ça. Je sais pas si je peux le citer. Mais bien sûr, c'est Tristan Vincent. C'est Tristan Vincent. Faut rétribuer ce qui appartient à César. J'ai pris une petite formation et en fait, ça m'a permis de comprendre que aujourd'hui Instagram, c'est beaucoup plus sur l'aspect authentique. On cherche plus. Aujourd'hui, on est dans une course de surproduction ou de coûts de production qui sont gigantesques sur YouTube, avec des grosses productions, ou même sur des vidéos courtes où en fait on va chercher beaucoup plus d'investissement. Et en fait, il y a un retour à la normale qui est de dire, en fait, la personne elle est dans sa voiture, le gars il me parle d'un sujet. En fait, il me fait un vocal, le gars. Et en fait, c'est beaucoup plus proche de l'audience. Et d'ailleurs, moi, j'ai une règle d'or sur le contenu. Je ne sais pas si je peux le dire. On est là pour ça. Dévoiler les secrets. C'est ça la promesse que je fais à mes abonnés. Moi, j'ai une règle d'or qui tient dans un triangle. En fait, tu as un capital sympathie. Pour prendre l'extrême inverse, on a les influenceurs de Dubaï. Moi, par exemple, j'aimerais pas aller partager un repas avec eux. Alors, même si je suis sûr qu'ils ont des choses à m'apprendre, a priori, moi, c'est pas avec mes valeurs. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, qui je suis en fait, qui suis-je, quelle valeur j'ai autour de mon contenu et comment est-ce que je peux engager une communauté autour de ça. Et donc, à chaque fin de vidéo ou toutes les semaines, je me dis, ok, est-ce que cette vidéo, elle était assez agréable à regarder. En fait, est-ce que je me suis dit, ok, cette personne, alors même si ça peut sembler un peu bizarre parce que je me parle à moi, mais est-ce que la vidéo est assez intéressante ou est-ce qu'elle apporte quelque chose, voilà, à mon audience, et est-ce que j'aurais envie de partager un repas tout simplement. La deuxième règle d'or, c'est de dire quelle est la valeur de ton contenu par rapport au marché et au contenu qui existe déjà sur le marché français. Par exemple, si je t'explique les règles de prompt, les grandes frameworks, les grandes instructions pour bien parler à une IA, il en existe plein aujourd'hui sur Internet. Mais alors, comment est-ce que je peux faire pour ajouter quelque chose, un petit message, une valeur unique à mon contenu? Voilà, donc ça, c'est vraiment... moi, je m'inspire beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis, dans la Silicon Valley, qui est le berceau en fait, de l'IA. Et donc, j'essaye de m'approprier de ces sujets, de comprendre ce qui va se dérouler aux États-Unis pour le rebasculer en France. Et de ça, de construire un contenu qui n'est pas forcément vu en France. Voilà. Et la troisième règle d'or, c'est en fait l'offre et la demande. Parce qu'en fait, moi avant, je faisais mes vidéos pour moi. Parce que c'est drôle, hein, mais en fait, je faisais mes vidéos et à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que je consommerais ça? Et là, je me suis dit, en fait, j'ai un petit problème, c'est que c'est pas forcément le contenu que je vais consommer. Donc, le contenu était trop dissocié de ma personnalité. Et donc, je me suis dit, à un moment donné, il faut se recentrer. Et donc,
tout est un jeu d'offres et de demandes. Moi, ma création de contenu, elle sert mon entreprise. Et donc, j'offre du contenu, mais je release mon contenu, je fais partir mon contenu. Mais si ça intéresse personne ou si c'est pas dans comment dire, ce que veut entendre le public, bah forcément, ça va pas résonner forcément. Donc, c'est pas forcément même au-delà des stats, c'est juste est-ce que les gens ont envie de voir ça, quoi, tout simplement. Ok. Et du coup, le contenu, moi, je l'ai totalement transformé pour l'incarner complètement. Voilà. Ok, très bien. Et donc, tu dirais que c'est après ce temps de pause où tu as vu le avant-après, quoi. Ah oui, j'ai complètement vu le avant-après. En fait, c'est juste, ça a fait un déclic dans ma tête. Je me suis dit, mais ok, en fait, il faut que je construise du contenu qui me parle, qui me ressemble. Et puis, en fait, je vais juste parler de ma vie et du sujet de l'intelligence artificielle et de comment ça transforme ma vie. Et ça transformera peut-être la vie de personne, du coup, en retour. Voilà. Super conseil, encore une fois. Cherchez pas, en fait, à être quelqu'un d'autre ou en fait, être soi-même. Alors, c'est toujours un poncif. On a l'impression qu'on enfonce une porte ouverte quand on dit ça, mais ça reste, je pense, la recette la plus efficace à un moment donné pour que les gens se connectent réellement à nous. Complètement. Donc, ça, je vais pas te dire le contraire. Moi, il y avait une vidéo, j'essaie de me les repasser, tu vois, un peu dans ma tête. Il y en a beaucoup. J'ai pas suivi les 394, mais en fait, ce qui est drôle avec Loïc, c'est que je le vois popper régulièrement dans mon feed. J'ai tiens, bah oui, c'est vrai, il fait une vidéo par jour, le mec. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vrai. même si on regarde pas toutes les vidéos, il y a cette présence à l'esprit. Et pour moi, c'est aussi le sens de mon action quand je collab avec des gens en vidéo. Bien sûr. C'est quoi le retour sur investissement quand on dit être top of mind, donc être une référence, c'est de se dire ah mais oui en fait si j'ai besoin de faire appel à le gars me fait une vidéo par jour à un moment donné, forcément. À un moment donné, j'ai la solution sous les yeux. C'est pas un imposteur, on y a cru là avec la semaine de pause, mais le gars est très chaud, je vous l'ai dit. Mais moi il y a une vidéo dont je me souviens là, en plus c'est intéressant parce que il y a eu un tournage là il n'y a pas très longtemps, on va en parler, où tu expliques à ta grand-mère, si je ne dis pas de bêtises, tout à fait, comment est-ce qu'elle peut se servir de l'IA. Cette idée-là, c'est quoi? C'est l'IA qui te l'a envoyé ou c'est toi qui as eu l'idée? Non, en fait, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux prouver que l'IA peut être accessible à tout le monde? Et je me suis dit, en fait, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en dehors de la société, enfin, qui sont exclues en fait du numérique. Et ça, moi, je le vois tous les jours. Je suis dans un petit village de 1500 habitants. Et du coup, il y a des personnes âgées qui, en fait, n'utilisent pas Internet, pas parce qu'elles n'ont pas envie, mais parce qu'elles ne savent pas s'en servir. Et je me suis dit, mais attends, mais aujourd'hui, c'est fou. On a l'intelligence artificielle, on peut demander n'importe quoi et on a une réponse. Et donc, en fait, la barrière du coup technique qui était présente, en fait, elle est en train de s'effacer. Et je me suis dit, quel est le meilleur moyen pour prouver que en fait, l'IA, ça peut redonner de l'autonomie à n'importe qui? Et en fait, je vais prendre ma grand-mère. Et du coup, j'ai été demander à ma grand-mère si elle voulait bien qu'on fasse une petite vidéo ensemble sur l'intelligence artificielle. Et je lui ai mis le mode vocal entre les mains. Et en fait, elle a commencé à rechercher de l'information sur Internet, à faire une recette de cuisine. Je sais plus, je crois que c'était une bandade de morue. Un truc comme ça. Bon, l'exemple n'est pas forcément important. mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, avec le mode vocal, n'importe qui peut se dire en fait, je reprends le contrôle de la technologie parce que c'est simple et je parle avec, entre guillemets, quelqu'un, même s'il y a des cas d'anthropomorphisme, il faut faire très attention. Mais en fait, ça permet déjà juste de passer l'étape du clavier. Parce qu'en fait, nous, c'est hyper, on est dans cette génération, c'est hyper facile. Mais pour la génération de ma grand-mère ou même de ma mère, des fois, utiliser un clavier, ça peut être difficile. Parce que maladie ou juste, je suis pas à l'aise. Et donc, parler à quelqu'un, c'est beaucoup plus facile. Et en plus, si j'ai la réponse en 3 ou 4 secondes, j'accepte totalement. Et donc, pour rebondir sur ça, en fait, ça a découlé sur une opportunité parce que j'ai eu un journaliste de TF1. Alors, je ne sais pas si tu voulais arriver sur le sujet tout de suite. Bien sûr, parce que je te coupe de vas-y, secondes, mais ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire ma création de contenu, à un moment donné, peut m'amener aussi d'autres opportunités que je n'aurais pas forcément imaginé il y a 8 mois. Et c'est ça aussi pour moi un insight hyper intéressant dans la vidéo, c'est quand vous commencez aussi à être invité dans d'autres médias, d'avoir des opportunités comme ça. C'est-à-dire que le retour sur investissement n'est pas forcément directement financier, même s'il y a une corrélation entre les deux, mais c'est pas le but premier. Ça pour moi, c'est un indicateur que je répète très souvent à mes clients et clientes, c'est
si vous voyez ce stimulus-là, des invitations et tout, Ouais. c'est qu'on est en train de faire C'est ça. du bon boulot. Donc, Ouais. donc Tout à oui, fait. donc TF1 dans ton salon, Voilà, c'est chez ça. ta grand-mère. TF1, le JT de 20h qui vient dans mon village de 1500 habitants. Ma grand-mère qui n'est jamais passée à la télé, qui voit toujours ça un peu d'un regard extérieur. Et en fait, là, TF1 est dans son salon et en fait, on a une mini formation sur l'IA et on apprend au public de TF1, à l'audience de TF1, comment se servir d'une IA et se dire, c'est pas si difficile que ça en fait quand on a la volonté. Et donc ça c'est une superbe opportunité. Et je rebondis sur un truc que tu as dit qui est très juste. C'est en fait une vidéo par jour, c'est hyper demandeur en énergie, etc. Peu importe. Mais en fait, ça te permet aussi de rester en top of mind. Donc, ça te permet de rester visible. Voilà. Et donc, forcément, l'algorithme comprend que tu fais une vidéo par jour aussi. Donc, du coup, te remonte un peu plus forcément. Et en fait, ton jeu d'essai-erreur, en fait, il augmente. Puisque, vu que tu fais... Enfin, moi, je fais 30 vidéos par mois. Voire plus, parce que du coup j'ai des vidéos qui ne sont pas publiées, du moins sur mon compte, qui sont publiées en réel d'essai, donc pour tester des idées. Et donc en fait ça permet d'être toujours un petit peu présent, et en fait quand le besoin arrivera dans l'esprit de mon audience, en fait il se dit, le gars il me fait une vidéo par jour, mais bien évidemment je vais le contacter. Et donc voilà, en fait c'est ça, c'est à la fois figure d'autorité pour se dire, la personne elle est pertinente dans son discours, dans son message, donc je peux venir vers elle pour avoir un soutien sur une problématique. Et aussi de dire, même si le besoin il n'est pas là, il sera peut-être là dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Voilà, peu importe. Ok. Ouais. Justement, ça m'amène une question, là, je pense, pour terminer cette partie où on a bien creusé comment est-ce que tu t'organises, comment est-ce que tu produis. Je pense que c'est hyper clair. Merci pour ça. En termes de retombées business, parce que c'est quand même aussi intéressant de s'intéresser à ça. Bien sûr. Ça fait 2 fois intéressé, mais je trouve ça intéressant qu'on fasse un focus là-dessus. Oui. Est-ce que tu arrives quand même à voir concrètement ce que ça t'a rapporté? Énormément. Tu vois, parce que tout, en fait, toi, ton business model, c'est quoi? C'est de la formation, du consulting? Comment c'est quoi en fait? J'ai trois axes. Okay. J'ai la formation des équipes de marketing et de communication à l'IA. Donc, comment concrètement on peut l'intégrer dans son quotidien, donc avec de la formation, de la montée en compétences. Deuxième volet, c'est OK, je suis formé, mais qu'est-ce que je fais après? En fait, c'est comment construire une stratégie IA, donc faire une feuille de route, un peu une audit, tu vois, de mon précédent métier. Donc, tous les points se corrèlent finalement. Mais définir une feuille de route, comment identifier les chantiers à forte valeur ajoutée, parce que forcément, il y a des chantiers IA d'automatisation qui peuvent être plus importants que d'autres. Et ensuite, moi, je développe les agents IA et je les mets en place dans les organisations pour avoir tout le tunnel de conversion et ensuite se dire former les équipes sur ces outils et avoir vraiment une montée en compétences graduelle, donc de A à Z, avec de la sensibilisation, de la définition stratégique jusqu'à la mise en place opérationnelle. Pour répondre à ta première question qui était de dire est-ce que tu arrives à quantifier ce que ça t'a rapporté? Moi, aujourd'hui, je fais entre 500 000 et 1 million de vues par mois sur les réseaux sociaux. Et en fait, si tu rebascules cette visibilité en budget marketing, en fait, je pourrais pas me le payer, moi, tout simplement. Enfin, si, je pourrais me le payer, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'embêterait de payer tous les mois 500 000, 1 million de vues en visibilité, parce que forcément, ça doit être entre, je dis bien entre 300 et un peu plus, entre 300 et 1000 euros par mois. Ouais. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que quand tu fais de la création de contenu, tu pars avec une dette technique. Enfin, tu pars avec une dette parce qu'en fait, tu vas investir énormément de temps. Tu vas peut-être acheter un micro, etc. En fait, et donc, tu vas partir avec un budget négatif parce que du coup, ça te rapporte rien. Ça te rapporte 50 vues, 20 vues, peu importe. Voilà, on part tous à un moment donné de quelque part. Et en fait, tout l'investissement que tu fais, logiquement, tu pourrais le retraduire sur de la prospection ou autre. Mais en fait, ou alors, tu pourrais juste le mettre en ads, en publicité, et se dire, j'ai pour 50 euros, j'ai 50 000 vues, 20 000 vues, peu importe. Peu importe. Mais en fait, c'est sur le long terme, tu as un point d'inflexion qui se fait. C'est-à-dire que si tu es assez consistant, si tu es assez pertinent dans ta création de contenu, à un moment donné, ton retour sur investissement, il va être beaucoup plus important. Et en fait, c'est un modèle, au lieu que ce soit un modèle qui est statique, où en fait, tu investis du budget constamment, donc 50 euros, et la performance va être, indexée sur ton budget. Et là, en fait, moi, c'est plutôt, OK, je pars avec une dette technique, ça va être, je vais jouer le jeu du long terme. Et en fait, je vais me dire, là, OK, dans 6 mois, 1 an, peu importe, en fait, tous les investissements que je fais vont être rattrapés par du coup la création de contenu et le fait que 1h30 par exemple me rapporte 170 000 vues, et en fait 1h30 de mon temps, je sais pas, ça peut être 100 euros, 200 euros, peu importe, et en fait c'est exponentiel en fait. Donc c'est un jeu long terme. Voilà. Okay.
Donc c'est hyper important. C'est hyper important. Voilà. Ouais. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, Oui, je pense. et si on creuse encore un petit peu en Oui. opportunité vraiment business, tu vois, Oui. et est-ce que, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est est-ce qu'on te dit, tu vois, quelqu'un, parce que bon, il y a deux façons de trouver du business, c'est où une recommandation, ce que les gens Complètement. ont bossé avec toi et filent ton nom, c'est très cool déjà. Oui. Mais est-ce que tu as des entreprises parfois ou des clients qui t'ont dit, nous, on voit ce que tu fais Bien sûr. sur tes réseaux sociaux, et évidemment qu'on va bosser avec toi. Tu l'as eu, ça? Je l'ai eu déjà. J'ai eu tous mes premiers clients comme ça. Ok. J'ai eu mes 6 ou 7 premiers clients comme ça. Et en plus de ça, ça arrive, j'ai 3 ou 4 opportunités commerciales tous les mois par rapport à ma création de contenu. Ok. Et d'entreprises très hétérogènes. Ça peut être d'un transporteur, ça peut être d'un groupe de PME de 50 personnes, jusqu'à Orange, jusqu'à PwC, qui est un gros cabinet de conseil. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant avec la création de contenu, c'est comme tu disais, c'est que en fait, plus tu es récurrent, plus tu es top of mind, plus en fait tu vas... quand le sujet va se poser, et en fait, tu te dis, je crois que j'ai une solution parce que je vois un gars sur les réseaux sociaux qui fait une vidéo par jour, peut-être qu'on peut le contacter. Et donc, en fait, j'ai eu, comme je te disais, des directeurs de PME, TPE pour de l'automatisation, jusqu'à des marketing directeurs de PwC par Instagram et TikTok. Donc, en fait, là, ça, c'est un truc qu'on apprend en école, mais en fait, le monde des réseaux sociaux, c'est plutôt réservé aux 18-25 ans, c'est faux. Ça, c'est complètement faux. En fait, oui, il y aura une surpondération des jeunes, mais en fait, c'est pas pour autant que tu ne dois pas te lancer sur les réseaux sociaux, parce que en fait, tout le monde maintenant regarde Instagram, TikTok, peu importe. Moi, j'ai rencontré ma première abonnée. C'était assez bizarre. mais c'était génial. Hein. Mais c'était assez bizarre qu'on me reconnaisse du coup à un événement parce que c'était chez OpenAI. Donc, c'était chez ChatGPT au Parlement européen. En fait, on parlait de l'avenir de l'Europe et l'avenir du plan d'action de l'Europe pour intégrer l'intelligence artificielle et pour faire de l'Europe une terre d'accueil de l'intelligence artificielle. Et en fait, à la fin de la réunion, donc je faisais mes petites vidéos, b-roll, etc. Et il y a une personne qui me tape un petit peu sur mon épaule et qui me dit hello Loïc, je te suis, etc. En fait, je suis responsable d'Orange sur l'aspect marketing et en fait, on est en train de se former sur l'IA et en fait, j'ai pas mal de questions et ça pourrait être intéressant qu'on échange par rapport à ça. Et ça c'est incroyable parce que c'est du contenu entre guillemets froid que je poste. Et en fait, ça résonne dans la tête de certaines personnes qui vont forcément me recontacter plus tard. Donc, c'est ça. Donc, en termes d'opportunités business, je dirais mes 6 premiers clients, c'était comme ça. Et aujourd'hui, 2-3 opportunités commerciales et aussi 2-3 opportunités à chaque fois. TF1, donc de visibilité énorme. J'ai eu, du coup, il y a TF1, il y a ce podcast aussi. Attention. C'est ce qu'on peut, hein, mais on sait pas où ça va nous mener. On va faire l'audience de TF1, c'est moi qui te le dis. Purée, je nous le souhaite. Hein. Non, mais voilà, il y a plusieurs petites choses comme ça. Et en fait, TF1, ça peut être OpenAI. Voilà, c'est ça. J'ai candidaté pour aller là-bas à Bruxelles. Et en fait, c'était de par ma position de créateur de contenu que j'y suis allé. Et donc, en fait, c'est des opportunités au fur et à mesure qui se décantent et puis d'être visible, en fait, tout simplement. Ok. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour là de ce qu'il est possible de faire et de, encore une fois, comment tu t'y es pris pour arriver à ce statut-là. Parce que, encore une fois, bravo Loïc, parce que c'est pas donné à tout le monde. Hein. En vrai, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné avant. C'est hyper impressionnant, je trouve, la manière dont tu mènes ta barque, ce qui fait que j'ai voulu t'avoir dans cette émission. Je te propose maintenant qu'on passe au volet un peu plus mindset, un petit peu plus... tu vois, émotion et rapport à la vidéo. Je pense qu'il y a plein de points sur lesquels ça peut être intéressant de revenir. Non pas sur le côté comment tu as fait, mais plus comment tu as vécu les trucs. Donc, c'est la partie plus un peu j'ai peur, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est normal. Ouais, let's go. Loïc, on rembobine encore une fois le film. Ok, très bien. On revient sur ce moment là où tu décides de lancer la machine, donc une vidéo par jour, 394 vidéos, c'est encore une fois complètement fou. C'est quoi tes émotions qui se mélangent un peu dans ta tête? Parce que j'imagine qu'il y a un cocktail de plein de choses, j'ai envie d'y aller, mais on en parlait un peu avant, qu'est-ce que je vais raconter? Le regard des autres, est-ce que tu arriverais à me cartographier un peu les mots-clés en termes d'émotion au moment où tu décides d'y aller? J'étais pas du tout à l'aise. J'étais pas du tout à l'aise. Et je me suis dit à un moment donné,
si t'es pas à l'aise, mais c'est justement vers ça qu'il faut que tu travailles en fait. Enfin, il faut vraiment que tu travailles la partie dans ta zone d'inconfort en fait. C'était vraiment une zone d'inconfort de prendre la parole. Et je me suis dit, ok, Joline, un peu comme toute ma vie en fait, parce que j'ai fait qu'un vœu sur APB pour mon école post-bac. Je l'ai eu parce que j'y croyais et parce que j'ai passé les entretiens et je me suis dit, allez, skin in the game, on y va et c'est parti. Pareil pour ma deuxième école après mon BTS. Pareil pour mon entreprise. En fait, j'ai décidé de tout plaquer, de monter sur Paris. Aucun contact. L'école était sur Nantes, je faisais les allers-retours. Et en fait, je me suis dit, OK, on va skin in the game. Quoi. On y va. Quoi. Et on se met à nu. Et donc, pour revenir sur la création de contenu, j'ai pas fait le choix le plus facile. C'était de me dire, OK, les gens vont parler. C'est évident, les gens vont parler. Et les gens vont parler, je le sais très bien, parce que je vais le publier sur LinkedIn. Et je me suis dit, alors le gars, il est sorti un peu de nulle part, il fait pas du tout de création de contenu sur les réseaux sociaux, et en plus sur LinkedIn. Et je me suis dit, bah, ok, en fait, il faut que j'y aille, il faut que je prouve que tous ces efforts vont payer. Et donc, du coup, j'étais encore en salarié dans ce cabinet de conseil. Et en fait, c'était un petit peu mal vu parce que forcément, prendre la parole sur un sujet autour du marketing, de la com ou de l'IA, en fait, c'est pas dans les politiques internes. Et donc, en fait, c'est pas qu'on me montrait du doigt, mais c'est juste que j'entendais des bruits de couloir. Voilà. T'entendais quoi précisément? On m'appelait l'influenceur. Ok. On m'appelait l'influenceur et c'était pas dans la bonne façon c'était pas dans la bonne dans le bon sens, mais au final ce qui aurait pu complètement arrêter le fait que j'arrête ça aurait pu très bien casser ma confiance en moi et de me dire en fait ouais, mais qu'est-ce que tu fais, Loïc? En fait c'est pas exactement ça que tu dois faire, tout le monde se moque de toi, t'es pas à l'aise à la caméra, t'es pas à l'aise dans l'exercice, arrête. Et en fait je me suis dit mais non, parce qu'à un moment donné il faut que je m'y attelle pour déjà être plus à l'aise à la caméra, et c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on se parle. Et donc et puis aussi sur Instagram, il y a des gens qui sont méchants en fait, tout simplement, qui disent pourquoi tu fais ce contenu, il est nul, le débit de parole il est pas bien du tout. Bref, toutes les excuses pour dire que c'est mauvais, mais en fait c'est avec la régularité que tu y vas. Donc un sentiment un peu partagé où en fait on voit des contenus qui percent un petit peu, qui sont des performances en dents de scie. Donc, tu as des premiers pics un peu de dopamine où tu te dis « Ah, ça commence à marcher, etc. » Et en fait, tu as des gros downs ensuite parce que tu te dis « Ok, j'ai fait 130 000 vues là. Mais attends, mais j'ai fait 500 vues sur la vidéo d'après. » Et ça tourne pendant 2 semaines à 500 vues, 200 vues, 300 vues, peu importe. Et du coup, tu te dis, mais je pensais avoir craqué la recette, mais pas du tout, en fait. Et du coup, en fait, c'est toujours cette oscillation entre performance, est-ce que je dois arrêter, est-ce que je dois continuer, etc. Et en fait, à un moment donné, tu te poses même plus la question et tu rentres dans une démarche créative. Et en fait, à ce moment-là, tu te dis plus, est-ce que je dois arrêter ou est-ce que je dois continuer? Tu dis juste, quelle est la vidéo de demain? Ou quelle est la vidéo de ce soir? Pour être vraiment plus proche. Mais du coup, pour répondre aussi à ta question, skin in the game, je me suis dit, ok, Joline, peu importe ce qu'on dise de moi. Et puis en fait, dans tous les cas, les gens vont parler. Donc voilà. Est-ce que tu dirais que ça fait aussi partie peut-être de ta personnalité déjà à la base, de te dire, en fait, quoi qu'il arrive, malgré les moments de doute que je vais traverser potentiellement, j'avance coûte que coûte et c'est comme ça? Alors la réponse de politique, ce serait de dire, j'ai jamais douté. J'ai jamais douté, c'est dans ma personnalité. La vraie réponse, c'est que j'ai failli arrêter plein de fois en fait. Et c'est juste avec cette discipline, ou du moins essayer de se raccrocher aux micro-performances et de se dire, allez, la vidéo, je remets une pièce dans la machine et demain, ça sera mieux. Et en fait, au fur et à mesure, ça s'améliore, etc., etc. On comprend des choses, qu'il faut cutter, qu'il faut dynamiser une vidéo, etc., ajouter des effets sonores, des effets visuels, etc., etc. En fait, c'est toute ton aventure se construit au fur et à mesure. Mais donc, du coup, non, je ne peux pas dire que c'était dans ma personnalité parce que c'est vraiment un chemin et il faut vraiment y aller, quoi. Et le fait de se montrer, parce que c'est aussi particulier, tu vois, je pense, de toute façon, il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui ont envie d'y aller, tu vois, qui se disent, purée, je vois un intérêt quand même à faire de la vidéo incarnée dans mon business, parce qu'en termes de lien, de connexion humaine, il n'y a pas grand-chose qui remplace ça. Même si tu peux très bien écrire, il n'y a pas ce truc de sentir, comme je pense là les gens nous regardent, ou si vous êtes en audio, passez nous voir sur YouTube parce qu'on est très cool. Le gars qui sauce, tu sais. Le studio est magnifique. Big up au studio unique, les amis. Voilà. Comment, tu vois, est-ce que tu avais pas l'habitude, mais le rapport au fait de se montrer, tu vois, à sa propre image?
C'est un vrai sujet, ça, je pense, surtout chez beaucoup de Français, tu le disais Mm. un peu plus tôt dans la conversation. Déjà, le fait de parler de soi, machin, on n'est pas aux US, quoi. Ouais, Où, c'est ça. pour eux, chez eux, c'est Culturel. vraiment normal, c'est culturel. Mm. En France, Pas du tout. je vais paraître prétentieux, machin et ça. Ça a été quoi un peu ton moteur là-dessus? En fait, je me suis dit, c'est indissociable de la création de mon entreprise. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est un vecteur d'opportunité. Et en fait, je me suis dit, OK, j'ai deux choix. Soit, enfin, c'est pas deux choix, mais j'ai le choix A, de faire de la création de contenu et de la prospection, ou de la prospection. Bon, aujourd'hui, je fais les deux. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré ça, en fait, la création de contenu, ça me permettait d'être plus à l'aise et de me dire, et de dire aussi aux autres, à tout mon entourage ou tout mon réseau, de dire, OK, maintenant je fais ça. Voilà où j'en suis. Peut-être que c'est pas bien, peut-être que c'est très bien. Peu importe, c'est à vous de juger. Et en fait, ça permet aussi de reprendre contact en fait avec son réseau parce que moi, il n'était pas du tout vivant sur LinkedIn, sur Instagram. Je partais de zéro, mais ça m'a permis de reprendre contact avec des gens. Voilà. Donc c'était une sorte de un peu de pacte indissociable en fait de la création de contenu. Je me suis dit qu'est-ce que je dois faire pour soutenir la croissance de mon entreprise? La création de contenu, on y va à fond, de la prospection, etc. Et j'ai fait une feuille de route et je me suis dit, je m'y fixe et voilà, tout simplement. Tu parlais d'idées, parfois, ça a pu te traverser à un moment donné d'abandonner. Est-ce que tu arrives à recapturer peut-être un moment où tu t'es dit, là, franchement, ça commence vraiment à me saouler, le défi que je me suis lancé, c'est n'importe quoi. Ouais. Vas-y, tu sais quoi, j'arrête. Au bout de 6 mois, en fait, finalement, quand tu vois que tu mets beaucoup d'investissements, que ce soit dans des abonnements de payants pour monter les vidéos, en fait, tu te dis, mais j'ai déjà consommé X euros de budget pour ma création de contenu. Je n'ai pas une grosse communauté, je vois pas l'attraction. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que les gens m'apprécient, mais je veux dire apprécient mon contenu? Voilà, il y avait beaucoup de questions. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que les moments de doute sont les moments en fait où ça marche. C'est hyper paradoxal dit comme ça. Parce qu'en fait, quand tu vas avoir l'impression d'avoir capté le truc, de te dire OK, j'ai fait une vidéo de 270 000 vues, j'ai fait une vidéo de 100 000 vues, etc., etc. Je vais essayer de la refaire, je vais essayer de rebasculer ça, de le remixer, etc., de reprendre sensiblement les mêmes plans pour faire la même recette. Et en fait, elle fait 7 000 vues, elle fait 10 000 vues, elle fait 200, enfin 1500 vues à mon échelle. Voilà, on en parlait tout à l'heure avec Léna Situation qui disait un bid pour elle, c'est 300 000 vues. Bon, moi, mon bid, aujourd'hui, c'est à peu près à 1000 vues. Voilà. Mais l'idée, c'est de dire, OK, mais pourquoi? Et en fait, tu te prends la tête pour dire, mais qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais de mal? Et quand tu as une série de contenus qui marche pas bien, tu te dis, ouais, est-ce que j'ai perdu le truc? Est-ce que voilà? Et en fait, ça te met plein de doutes. Et en fait, c'est juste en créant, et en se redonnant aussi, en se refixant sur son objectif initial. Moi, la création de contenu, je l'ai fait pour vulgariser l'IA. Et ça, c'est mon driver. Et en fait, quand tu as un driver, en fait, c'est beaucoup plus facile de créer du contenu et de se rattacher et de dire, en fait, ça sert quand même à des gens. Ça servira quand même à des gens. Et en plus de ça, si je peux dire quelque chose, mais les vidéos d'il y a 3 mois reviennent dans le feed. Donc en fait, des fois, il y a des personnes qui me découvrent pour ma vidéo du jour 1, alors qu'en fait, ça fait déjà 390 jours. Quoi. Et donc, en fait, ils voient l'évolution, etc. Donc, c'est assez drôle. Ouais, c'est un phénomène dont on parlait dans le premier épisode avec Flavie, que je mentionnais dans l'introduction, où elle expliquait que pareil, pour son émission, Solo Nation, il y a parfois des émissions qui ont été faites il y a un moment qui finalement ont des bons scores parce qu'il suffit de découvrir une vidéo, puis si les gens aiment bien, ils vont regarder les autres vidéos. Donc il y a vraiment cet effet boule de neige. Terme, quoi. Cet effet boule de neige, c'est exactement ça. Il suffit d'une vidéo pour faire rentrer les gens dans ton univers. Et puis je crois qu'il y a effectivement ce truc de... Moi, j'aime bien dire, tu vois, il faut aller de flop en flop avec enthousiasme. Complètement. Garder ce truc-là et pas trop se prendre au sérieux, je crois aussi. Moi, j'essaie toujours de dire à mes clientes et clients, mettez pas trop d'enjeux émotionnels là-dedans. Même si c'est important. C'est très dur. C'est important parce que vous prenez le truc au sérieux. Mais en réalité, c'est pas très grave. Tu vois, c'est ça. Et puis, une vidéo sur laquelle tu vas être très sensible parce qu'elle va te parler, ne va pas forcément parler à ton audience. Moi, la vidéo avec ma mamie, elle a fait 7 à 8 000 vues. Alors qu'il y en a d'autres qui ont dépassé les 300 000. Et en fait, pour autant, c'est pas forcément la vidéo à 300 000 vues qui m'a rapporté le plus de clients, ni les mêmes opportunités. Voilà. Donc en fait, il y a un moment donné où en fait, il faut faire le mix des deux entre les messages, mais aussi du contenu qui va peut-être être plus facile à consommer,
qui va intéresser des gens, voilà, tout simplement. Et il y a un truc sur lequel tu disais que je trouvais hyper intéressant, c'est sur le jeu d'essai-erreur, aller d'essai, enfin de flop en flop, et garder la pêche et garder la motivation. Moi, il y a des fois où je me dis, des fois, c'est pas de ton fait. En fait, des fois, il y a l'algorithme aussi qui rentre en jeu. Et moi, je le vois énormément parce que je fais des réels d'essais. Je sais pas si tu connais. Tu connais Voilà. Donc en fait, c'est une fonctionnalité d'Instagram pour l'audience. C'est une fonctionnalité d'Instagram qui te permet de ne pas publier sur ton feed directement, mais de la publier au travers d'un réseau qui ne te connaît pas. Et en plus de ça, tu peux ajouter de la localisation. Donc, c'est-à-dire que moi, je republie mes vidéos dans des pays francophones. C'est-à-dire que la même vidéo, je la publie en réel d'essai qui n'apparaît pas sur mon feed, mais je la publie au Canada, je la publie en Suisse, en Belgique, au Maroc, en Algérie, peu importe le pays francophone. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est de dire, OK, à un moment donné, n'investissez pas trop de votre temps parce qu'en fait, il y a 1000 facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Et pour réduire aussi ça, vous pouvez aussi faire les réels d'essai pour dire, si vous voulez publier votre vidéo et maximiser le gain entre guillemets de performance, vous pouvez le faire avec les réels d'essai. Et ça, c'est une fonctionnalité qui est un peu sous-cotée et qui est un peu cachée sur Instagram. Oui, c'est vrai qu'elle n'est pas très mise en avant, je suis d'accord. Ouais. Et puis en plus, elle est disponible à partir d'un certain palier, je crois. Pas tout le monde a accès à ça. Voilà. Ouais, il faut déjà être un bon niveau, je crois. Ouais. Ou je sais plus exactement comment ça se fait, mais voilà. Dans tous les cas, il y a cette fonctionnalité qui existe et qui est vraiment pertinente pour tous les créateurs. Voilà. Loïc, si tu avais peut-être un conseil pour terminer cette partie-là à donner à quelqu'un, tu vois, on parle moi, je sais que dans mon audience, j'ai des gens, tu vois, qui entreprennent depuis un moment, qui font de la création de contenu, principalement à l'écrit. Peut-être qu'on déjà un peu testé la vidéo, mais tu vois, qui soit ont pas le truc technique ou pas le temps, ou qu'on peut-être abandonné aussi parce que ça n'a pas marché tout de suite. Tu vois. Ça serait quoi le conseil que tu pourrais donner? Alors, pas forcément technique, mais tu vois, plus dans le mental, tu vois, à quelqu'un qui démarre là aujourd'hui. D'être authentique, et d'être en raccord avec soi-même, et aussi de trouver le canal market fit. Alors en anglais, c'est un concept anglais, mais c'est de dire, est-ce que je vais me mettre moi sur TikTok si je ne le consomme pas? Parce qu'en fait, Instagram, enfin l'algorithme et les réseaux sociaux sur Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, c'est des mondes qui sont complètement séparés. Et tu as des vidéos qui vont percer sur TikTok et pas Instagram, et inversement, etc., etc. Donc en fait, il faut trouver le canal sur lequel vous êtes le plus à l'aise et sur lequel vous consommez déjà du contenu. Par exemple, moi, c'était Instagram. Ensuite, je suis allé sur TikTok parce qu'en fait, mon utilisation s'est évoluée sur TikTok. Je me suis lancé sur YouTube. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai affiné mon canal Market Fit, donc le choix du canal de distribution. Okay. Voilà. Donc ça, tu dirais, c'est vraiment essentiel. Donc, être authentique, pas chercher forcément à copier, en plus s'inspirer, pourquoi pas, mais oui, s'inspirer mais pas copier, et bien choisir en fait le canal. Oui, parce qu'en fait si tu es sur Instagram et qu'en fait tu consommes pas du contenu sur Instagram, forcément en fait tu vas pas avoir en fait ton montage il est aussi conditionné par le canal de distribution. Sur TikTok, ça va être très rapide, très condensé, ou en fonction de ce que tu regardes. Sur Instagram, ça va être plutôt du contenu autour de soi. Sur LinkedIn, ça va être du contenu un peu plus personnel, professionnel, etc., etc. En fait, c'est vraiment des réseaux de distribution qui sont vraiment différents. Mais par contre, une fois que vous avez trouvé votre secret sauce, votre sauce magique, en fait, ne vous privez pas de canaux de distribution. Par exemple, vous pouvez republier sur TikTok, Instagram. Vous pouvez faire un montage. Vous choisissez votre canal. Moi, c'est Instagram. Et ensuite, je republie sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, etc., etc. Okay. Mais c'est pas forcément. Je mets pas le même niveau d'effort et je ne monte pas de la même façon sur Instagram que sur TikTok. Que sur Instagram que sur TikTok. Voilà. Ça. Ok, très clair, Loïc. Écoute, merci beaucoup pour tout ça. Là, ce partage aussi sur l'aspect plus mindset, émotion par rapport à l'aventure que tu es en train d'écrire. C'est hyper intéressant. N'hésitez pas à poser d'ailleurs vos questions à Loïc dans les commentaires si jamais il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de creuser. Loïc viendra répondre. Bien sûr. Bien sûr. Si, on a une ressource aussi pour ma prochaine newsletter. Dans la newsletter. Oui. Est-ce que tu peux juste nous teaser de quoi ça parlera, cette fameuse ressource? Il y en a beaucoup, mais on peut s'accorder
s'accorder sur une qui est à mon sens un peu l'aspect qu'on a vu au début sur l'aspect comment est-ce que je mets en place ces process techniques. Aujourd'hui avec un GPT Task, donc en fait c'est juste une automatisation d'un chat GPT. En fait vous pouvez avoir une revue, une newsletter hebdomadaire ou journalière de l'actualité de votre marché. Et donc ça permet d'être constamment en veille. C'est un peu le flux RSS augmenté et ça arrive directement sur ta boîte de dialogue de ChatGPT ou directement dans ta boîte mail. Voilà. Ok. Donc Bon. ça permet déjà de dégrossir. Ouais, c'est quand même Voilà. une bonne première étape. Donc, Une bonne ok, ça, vous première étape. retrouverez ça dans la prochaine newsletter. À la diffusion de cet épisode. Écoute, Loïc, on a quasiment terminé cette discussion. On pourrait continuer encore longtemps. Peut-être qu'il va falloir que tu reviennes. On ne sait pas. On refera un épisode, on verra, dans une saison 2. Et on va terminer avec 3 questions un peu originales pour clore cet échange. Du coup, Loïc, première question pour terminer notre conversation. Quelle IA aimerais-tu, toi, inventer qui n'existe pas encore? Tu vois, un truc vraiment où tu dis, waouh, si ça existait, purée, ça serait un truc de malade. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui existent, c'est vrai, donc c'est super dur. Par contre, c'est vraiment très fragmenté. Ouais. C'est-à-dire que pour la vidéo, il y a quelques éléments, enfin, il y a quelques IA qui te permettent de faire des animations visuelles pour la vidéo, pour la génération d'images, etc., etc. Tu peux cloner ton avatar, peu importe. Une IA qui pourrait me servir tous les jours dans mon quotidien, c'est assez difficile. Mais je pense que c'est notamment sur l'aspect recommandation visuelle, mais c'est ça qui est hyper dur aussi. Enfin, recommandation vidéo, dérochage, compréhension des effets d'animation, etc. Il y en a de plus en plus. Enfin, il y en a quelques-unes des solutions d'IA, mais on en reste et on en revient toujours au même problème avec les intelligences artificielles, c'est qu'on a une expertise technique. Toi, tu as une expertise technique autour de la vidéo. Et en fait, tu sais capter les moments où il va falloir accélérer une discussion pour passer les bons messages ou alors, au contraire, les ralentir pour justement pour véhiculer des informations ou des émotions. Et ça, les IA, elles sont aujourd'hui incapables. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais aujourd'hui, faire un montage de A à Z, c'est impossible. Voilà. Donc, un montage qui est dynamique, qui porte les histoires, etc., ça, c'est pour le coup, ça pourrait être intéressant. Alors, pas de bout en bout, parce que j'aime garder l'intervention humaine. Mais ça pourrait être une IA où en fait tu uploads ta vidéo, tu vois les éléments clés de ta vidéo qui sont automatiquement spotés par l'IA avec des propositions d'animation qui sont automatiquement pluguées, donc liées à ta base de vidéo pour dire tu as 80% de chances que ce que tu dis ici se retrouve dans cette vidéo, donc tu peux l'intégrer en b-roll, etc., ou faire un élément visuel ou prendre dans une base de données. Voilà. Ouais. Ça serait incroyable. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Mais ça nous amène quand même à nous questionner sur notre place aussi et ce qu'on veut faire vraiment. Parce qu'aujourd'hui, tout est possible. Mais quelle est la limite ? Quelle est la ligne rouge, la zone à ne pas franchir ? Ouais, ça, je te rejoins là-dessus pour compléter. C'est vrai que cette solution-là, j'imaginais même un monde où dans Première, à un moment donné, voilà, j'intègre une dizaine de rushs et le truc comprend à peu près là où tu veux en venir. Et effectivement, je trouve que les solutions qui existent aujourd'hui, c'est pas foufou, quoi. Enfin, on est un peu à côté de la plaque et du coup, on se retrouve à passer plus de temps alors que ça devait nous en faire gagner. Donc, c'est ça. Donc, ouais, je te rejoins là-dessus. Ok. Deuxième question, ça serait quoi la boîte que aujourd'hui, tu t'en formes beaucoup, tu as des entreprises. Est-ce qu'il y a une boîte où tu dis, purée, le jour où j'arrive à aller former les équipes sur super l'IA, intéressant. Ouais. là, je suis au stade de GOAT ultime, tu vois. Alors, je twiste un peu ta question volontairement. Vas-y. En gros, aujourd'hui, tu as des programmes, des ambassadeurs programmes d'OpenAI, de Claude, d'Anthropic, de plein de modèles d'IA. L'idée, ce serait de faire partie de ces ambassadeurs programmes pour être ambassadeur OpenAI ou ambassadeur Anthropic ou ambassadeur Perplexity et se dire, là, en fait, la maison mère me fait confiance. Et donc là, ça me permet aussi d'avoir un atout, une figure d'autorité, de crédibilité et de se dire, tout ce travail, il n'est pas là pour rien, quoi. Donc voilà. Et là, alors là, on en est pour bosser avec toi et pour te parler, c'est pas avant 6 mois, quoi. Non, star. non, parce que ça, pour le coup, sur Instagram et TikTok, je réponds à tous mes DM.
Ouais, Ok, ouais, ça c'est un truc sur lequel je fais hyper attention parce qu'en fait, j'ai une population une audience qui est super hétérogène. J'ai des étudiants qui s'intéressent à l'IA mais qui savent pas trop comment tourner leur carrière ou du moins voilà. Et en fait, je prends un petit peu de temps pour leur répondre pour dire voilà ce que je te conseille de faire, renseigne-toi sur ça, etc. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus avancées, qui veulent des formations, comme on disait tout à l'heure. Du coup, c'est des conseils ou des petits tips ou en fait juste un échange. Par exemple, il y a une agence créative, donc Full IA, qui en fait on fait des studios, enfin pas des studios, mais des scènes d'animation intégrées en intelligence artificielle. Et en fait, ils sont venus me voir en me disant est-ce que on pourrait réfléchir à des propositions, du moins, ou des outils. Est-ce que tu as des outils sur des outils de génération IA libres de droit? C'est hyper précis comme sujet, mais en fait, ça va être une régulation prochainement en France et en Europe. Et donc, du coup, ils essaient déjà de voir les possibilités. Aujourd'hui, c'est très difficile. Mais voilà, donc ça crée plein de discussions et c'est pour ça que je voulais, je tiens à répondre à tout le monde. Voilà. Ok, très bien. Restera accessible quoi qu'il se passe. Ouais, puis c'est la promesse aussi, c'est la porte d'entrée, c'est la promesse. Très bien. Voilà. Et dernière question, Loïc, pour terminer cette super conversation. Qu'est-ce que la vidéo t'a appris sur toi que tu ne savais pas déjà? Waouh! Ah ouais, donc là, c'est introspectif. On en revient un petit peu sur la discipline, mais moi, je ne suis pas quelqu'un de forcément très discipliné de base. Mais là, en fait, j'y voyais un intérêt, j'y voyais un alignement avec ce que je pouvais apporter. Je voyais aussi une façon de se surpasser un petit peu à cette échelle. Et donc c'est un peu le message que je veux porter, voilà, donc la discipline. Et d'être à l'aise à la caméra. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, on parle, c'est un échange, une discussion. On n'a pas l'impression, mais on est entouré de caméras. mais là, ça m'aurait pétrifié il y a encore un an, quoi. Okay. Et tu m'aurais vu bégayer devant ma seule caméra chez moi, tout seul, dans un placard. Je pense que j'en ai fait du chemin. Et sur ça... je me serais senti incapable il y a encore un an, quoi. Bon, trop bien. Je trouve une belle façon de terminer cette discussion que d'inviter les gens en fait à se lancer, comme toi tu l'as fait, à garder leur enthousiasme de flop en flop, parce qu'à un moment donné, ça peut marcher. Exactement. et de voir ça effectivement comme un jeu. Moi, je pense que, comme on disait tout à l'heure, même si on prend les choses au sérieux, c'est pas pour autant que... Voilà, si ça ne fonctionne pas tout de suite, ça ne dit rien, en tout cas, de vous et de votre valeur, et qu'il faut s'accrocher. C'est un peu le message moi, que j'ai envie de faire passer à travers ce podcast « J'y vais, mais j'ai peur ». C'est vraiment d'aider les gens à se dire j'y vais, même si j'ai un peu la frousse, mais on va tester des trucs. Je vais trouver ma secret sauce, et à un moment donné, je vais m'épanouir, quitte à avoir TF1 dans mon salon. Quoi. Voilà, on en est là. Le goal ultime, mais voilà. Loïc, c'est quoi les enjeux pour toi? Là, on enregistre, on est fin octobre. Du coup, belle projection pour 2026. C'est quoi tes projections? Ta roadmap pour 2026, c'est de garder cette trajectoire pour l'année prochaine. Donc une vidéo par jour, ça continue, ça continuera. Tu vas jamais t'arrêter en non, fait. J'aime jamais m'arrêter en fait. Purée. Mais... Tu fais une formation, comment lancer Ouais. faut peut-être que je fasse une formation. Non, mais pour le coup, garder cette trajectoire parce qu'en fait, c'est justement là, même s'il y a comme je disais, il y a des oscillations de performance, d'humeur, etc. Mais toujours garder cette ligne directrice. Toujours faire grossir cet aspect entreprise, soutenir cette croissance, mais aussi, et ça c'est vraiment une dimension que j'ai envie de développer, c'est de montrer comment l'intelligence artificielle peut être utile pour le bien commun. Alors là, on a parlé de ma mamie qui ne savait pas qu'il y avait une fracture du numérique entre la technologie et elle. J'ai plein d'autres sujets. D'ailleurs, il faudra qu'on finisse sur ça. Mais j'ai plein d'autres sujets, par exemple, sur comment est-ce que l'intelligence artificielle peut aider les personnes en situation de handicap. Comment est-ce qu'elles peuvent, par exemple, comment est-ce que des personnes qui ne sont pas forcément attirées par la culture peuvent, par l'intelligence artificielle, se trouver une passion ou aller dans un musée et savoir trouver des explications au travers d'œuvres d'art, etc. Plein d'utilisations comme ça de l'IA dans sa vie quotidienne aussi pour l'ancrer un peu plus et se dire
c'est une technologie de rupture, il faut absolument que j'y aille. Et je voulais finir sur quelque chose dont j'ai oublié, donc malheureusement, ça tant pis. Bah écoute, tu viendras toi-même commenter la vidéo pour C'est rajouter. C'est ça. Trop bien, on te retrouve donc Instagram principalement, parce que ça. c'est là-bas que ça se passe. Voilà, Une vidéo par jour, donc j'affiche le compte à l'écran. tout à fait. Mais aussi sur LinkedIn, enfin partout. Oui, partout, peu importe, il n'y a pas de Parce souci. que sur le réseau, t'es là en fait. Je suis sur tous les réseaux. C'était très chaud. Loïc, merci beaucoup, je te check. Merci beaucoup. Franchement, c'était trop bien. Je pense qu'on on a livré un épisode, en tout cas je l'espère, que vous avez apprécié. Je pense que vous repartez avec plein de billes, plein de tips, plein d'astuces, plein d'inspirations. Vraiment, c'est l'idée, encore une fois, de ce podcast, JV mais j'ai peur, c'est que ce soit le rendez-vous où on se dit bon, bah, je vais apprendre des trucs et puis je vais ressortir ultra motivé pour aller faire ma première vidéo, quoi. Ouais, C'est complètement. vraiment ça l'idée. Merci infiniment, Loïc. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir regardés ou écoutés. N'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes, peu importe là où vous êtes en ce moment en train de consommer ce contenu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Et puis on se retrouve très prochainement. On va continuer sur ce niveau de qualité. Donc je vous l'ai dit, c'est une promesse. On n'est qu'avec des goats, hein, franchement, avec des stars. Voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup, Loïc. À Merci très à bientôt. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.